En 1989, une capitaine de la marine américaine disparaît de ces quartiers sans laisser de traces. Comme la conduite de cette femme a toujours été exemplaire, ses collègues ont du mal à croire qu'elle s'est absentée sans en demander la permission. Les autorités militaires finissent par croire qu'elle a été tuée. Le FBI se joint à l'enquête. Les agents tenteront de retrouver cet officier qui a reçu plusieurs décorations et traduiront son meurtrier en justice. La base navale des Marines est située à Quantico en Virginie, soit à 50 km au sud de Washington. Depuis 1917, c'est le quartier général de l'une des sections les plus exigeantes de la marine. Plus de 3000 Marines s'entraînent, travaillent et vivent sur cette base de 250 km². On y retrouve pratiquement toutes les commodités de la vie civile, des grands magasins aux quartiers résidentiels. Les officiers mariés vivent dans un quartier qui leur est réservé. On appelle ce quartier le MOQ. Pendant 6 mois, le MOQ 394D fut la maison de la capitaine Shirley Gibbs Russell et de son mari Robert Russell. En janvier 1989, elle décida de mettre un terme à son mariage. Elle avait prévu vivre chez une amie à l'extérieur de la base en attendant qu'un appartement de célibataire soit disponible. Shirley mit ses vêtements civils dans ses valises, son uniforme et son arme. Robert la supplia de rester, mais Shirley était intraitable. Elle ne reviendrait pas sur sa décision. Pour Robert, qui était un ex-marine, cela signifiait qu'il perdait son dernier lien qui le rattachait encore à la base. Il devait maintenant quitter l'endroit. La capitaine Russell continua à gravir les échelons. D'adjudant, elle fut bientôt nommée commandant du bataillon de soutien à l'école des fusiliers. Ses principales fonctions consistaient à répondre aux besoins administratifs et personnels du bataillon de soutien. Ses pairs la considéraient comme étant une personne dévouée. Le lieutenant-colonel James Hodges partageait cette opinion. J'ai été très impressionné quand j'ai rencontré Shirley Russell pour la première fois, notamment à cause du fait qu'elle était de race noire. Il y en a peu au sein de ce corps. Elle venait d'un milieu très modeste et elle entendait réussir sa carrière. Elle était énergique et avait l'ambition de continuer à gravir les échelons. Suite à une affectation dans les mêmes bureaux, Hodges et elle apprirent à se respecter mutuellement et devinrent peu à peu amis. Shirley confia au lieutenant-colonel que son mariage ne fonctionnait plus. J'avais une relation privilégiée avec Shirley Russell. Même si j'étais son supérieur hiérarchique, que j'étais son patron si on veut, j'étais proche d'elle, comme si j'avais été une sorte de mentor. Parfois, après le travail, nous discutions un peu. Elle me racontait ce qu'elle vivait, son mariage, son passé, etc. Le mardi 2 mars, soit environ 1 mois après sa séparation d'avec Robert, Shirley demanda quelques jours de congé. Elle avait besoin de temps pour faire du ménage dans ses anciens appartements et mener à terme les procédures de sa séparation. 4 jours plus tard, soit le lundi 6 mars, Hodges arriva au bureau en s'attendant à trouver Shirley assise à son poste. Il fut surpris de voir que sa place était vide. Shirley avait un dossier sans tache. Elle n'était jamais arrivée en retard auparavant. Quand je suis entré, j'ai demandé au major Buck Bourgeois où se trouvait Shirley. Il m'a dit qu'il ne l'avait pas vue.
J'ai tout de suite eu le pressentiment qu'il lui était arrivé quelque chose. Le lieutenant-colonel Hodges essaya de découvrir pourquoi Shirley n'était pas là. Cette dernière avait emménagé depuis peu dans un des appartements pour célibataires de la base. Hodges espérait la trouver chez elle. Captain Russell. Captain Russell. Open the door, Corporal, please, sir. Son grade de commandant lui donnait le droit de fouiller l'appartement du capitaine sous ses ordres. Captain Russell. Il n'y avait aucune trace d'elle, ni aucune indication laissant présumer qu'elle avait déménagé. Hodges retourna à son bureau et contacta le mari de Shirley qui vivait maintenant à l'extérieur de la base. Hodges avait su par Shirley que Robert Russell devait l'aider à nettoyer et à repeindre leurs anciens quartiers au cours du week-end. Russell accepta de rencontrer le commandant dans l'ancien MOQ du couple. Hodges inspecta les lieux accompagné d'autres officiers. Russell lui dit qu'il avait rencontré Shirley vers midi le samedi précédent pour faire quelques retouches de peinture. Selon lui, Shirley était partie acheter de la peinture au magasin de la base vers 13h30. Il déclara qu'elle n'avait pas pris la voiture, préférant marcher jusque-là. Russell ajouta qu'il ne l'avait pas revue par la suite. Pour le lieutenant-colonel Hodges, l'histoire de Russell n'était guère crédible. J'étais persuadé qu'il mentait. Le magasin était à 7 ou 8 kilomètres de là. Il m'apparaissait invraisemblable qu'elle ait décidé de faire une aussi longue marche. À l'extérieur, les officiers inspectèrent également le cabanon où Russell rangeait ses affaires. Le colonel remarqua une tache de couleur rouille par terre. Russell affirma que ce n'était que de la peinture. Hodges était sceptique. Bien qu'il ne fût pas expert en la matière, cette tache ressemblait à s'y méprendre à du sang. Il rencontra les responsables du service d'investigation navale pour leur raconter ce qu'il avait trouvé. Ces derniers transmirent ces informations au bureau du FBI de la région. Des agents furent assignés à l'enquête. La capitaine Russell avait disparu depuis 3 jours. Comme on n'avait aucune indication sur l'endroit où elle pouvait se trouver, on suivit la procédure habituelle. L'agent spécial Alan Malinchak dirigeait cette enquête. Lorsqu'une personne disparaît, soit elle a décidé de partir pour une raison ou pour une autre, soit elle a été enlevée, soit elle a été tuée. Au début de l'enquête, nous avons donc examiné ces 3 possibilités. Comme la procédure l'exigeait, on devait d'abord interroger Robert Russell, le mari de la disparue. Ce dernier déclara aux agents qu'il parlait avec un voisin vers 13h30 le jour de la disparition de sa femme, quand une amie de Shirley s'était arrêtée avec l'intention de l'inviter au restaurant. Vers 15h30, il avait appelé les nouveaux quartiers de Shirley pour savoir si elle était rentrée chez elle. Lorsque le réceptionniste lui dit qu'il n'avait pas vu la capitaine Russell, Robert laissa un message à son attention. Vers 16h, il emprunta la voiture de sa nouvelle colocataire pour aller voir ses parents en Pennsylvanie lors du week-end. Au cours du premier interrogatoire de Robert Russell, il était très calme, il avait un ton posé. Il semblait vouloir collaborer avec le FBI dans l'enquête. Il m'a parlé des divers endroits où Shirley pouvait être allée, des gens qu'elle fréquentait et de ce qui avait pu lui arriver. Selon Russell, quelqu'un avait pu enlever son ex-femme et lui faire du mal. Même si Shirley n'avait pas d'ennemis connus, leur mariage interracial leur avait déjà posé des problèmes.
Russell déclara aux agents que sa femme et lui se rendaient souvent à Mahanoy City, en Pennsylvanie. Au cours d'un après-midi passé à faire des emplettes, des racistes les avaient harcelés. Shirley avait alors eu très peur, mais un autre incident l'avait encore plus effrayée. Un inconnu l'avait appelé à leur quartier de la base. Il lui avait tenu des propos racistes et il l'avait menacé de s'en prendre au couple. Qui qu'il fût, l'inconnu savait où les Russell demeuraient. Après cet appel, Robert avait acquis la conviction qu'elle devait se protéger quand il n'était pas avec elle. Deux jours seulement avant la disparition de Shirley, il trouva un pistolet Raven semi-automatique de calibre 25 chez un prêteur sur cage. Russell ajouta qu'il l'avait surprise en lui offrant ce cadeau le jour où ils s'étaient rencontrés pour la dernière fois pour faire le ménage dans leur ancien appartement. Selon Russell, Shirley avait apprécié cette arme à la crosse nacrée. Les agents doutaient de la véracité des propos de Russell, puisque Shirley possédait déjà une arme à feu de par son grade. Si elle craignait pour sa sécurité, pourquoi avait-elle besoin d'une autre arme que la sienne? Tant qu'on n'aurait pas retrouvé Shirley et l'arme, il serait difficile de répondre à cette question. La capitaine Shirley Gibbs Russell des Marines avait disparu de chez elle le 4 mars 1989. Son mari était la dernière personne à l'avoir vue. Les agents devaient maintenant corroborer la version des faits du mari. Le FBI interrogea la capitaine Patrice Gale. Selon Robert Russell, le jour de la disparition de Shirley, Patrice était venu la chercher vers 13h30 pour l'inviter au restaurant. Gale confirma ce fait. Mais à son arrivée, Russell lui avait dit que Shirley était partie acheter de la peinture et qu'elle n'était pas encore rentrée. Gale avait trouvé la situation étrange. Shirley ne ratait jamais un rendez-vous. Et celui-ci était particulièrement important. Le jour précédent, Gale avait accompagné Shirley au centre juridique de la base pour y recevoir les formulaires de séparation, dûment signés et notariés. Shirley prévoyait les présenter à Robert lors de leur rencontre à leurs anciens quartiers. La séparation serait désormais officielle. Shirley était inquiète de la réaction de Robert. Elle s'était dit qu'elle aimerait sans doute en parler à son ami et avait demandé à Gale de venir la chercher. Quand Gale apprit que Shirley n'était pas là, elle eut immédiatement l'intuition que Robert s'en était pris à elle. Les agents étaient loin d'être sûrs que Shirley soit rentrée chez elle. Ils interrogèrent ensuite les anciens voisins des Russell. Une voisine déclara qu'elle avait aperçu une voiture garée à reculons près du cabanon de Russell le jour de la disparition de Shirley. Il était 17 heures. Russell avait pourtant affirmé être parti à 16 heures pour la Pennsylvanie. S'était-il trompé ou mentait-il? L'agent Alan Malinchak appela au bureau du FBI de la Pennsylvanie pour reconstituer la fin de la journée de Russell. L'agent spécial Michael Quirk du bureau d'Allentown fut l'un des deux agents assignés à cette affaire. Il appela les parents de Robert. Robert Russell s'est rendu à Saint-Clair, en Pennsylvanie, le 4 mars 1989. Il est resté avec sa famille jusqu'au 5 mars.
Les membres de la famille de Russell confirmèrent qu'il était arrivé seul. Personne n'avait vu Shirley. Le FBI lança une campagne publicitaire pour obtenir l'aide du public. On diffusa la photo de Shirley Gibbs Russell à la télévision et dans les journaux. Les pistes se mirent à affluer. À mi-chemin entre Quantico et la ville natale de Robert Russell, un commis de York, en Pennsylvanie, appela les autorités. Une jeune femme de race noire était entrée dans son magasin le samedi 4 mars, soit le jour de la disparition de Shirley Gibbs Russell à Quantico. La femme avait réglé ses achats avec un chèque. Quand le commis lui demanda des papiers d'identité, elle lui présenta sa carte d'identité militaire. Elle ressemblait à la femme dont le commis avait vu la photo dans le journal. Les agents demandèrent à voir les chèques encaissés ce même jour. Aucun d'entre eux n'avait été émis par Shirley Gibbs Russell. L'assistant du procureur Lawrence Lizer travaillait avec le FBI dans cette affaire. Il remarqua un autre détail qui indiquait que la cliente n'était pas Shirley. La couleur de la carte et l'emplacement de la photo correspondaient aux cartes des membres de la réserve et non à celles de la marine active. Il n'y avait eu aucune activité ni transaction bancaire dans le compte de la capitaine Russell depuis le 4 mars. Elle n'avait appelé aucun ami ni membre de sa famille non plus. Compte tenu de la nature très stable de Shirley, sa disparition était incompréhensible. Tous ceux qui ont travaillé avec elle l'appréciaient. Elle avait une vie de famille stable et fréquentait l'église. Sa disparition inexpliquée allait contre toute logique. Pour tenter de trouver des réponses, les agents fouillèrent le passé de son mari, Robert Russell. L'agent spécial Michael Quirk apprit alors qu'il avait déjà été marié avant de rencontrer Shirley. De ce premier mariage avec Pam, il avait eu 2 enfants. Ce mariage ne dura que 6 ans. En 1986, Russell dit à Pam qu'il voulait le divorce. Il quitta sa femme et ses enfants le jour de Noël. 6 mois plus tard, Robert épousa Shirley. C'était au cours d'un séjour de leurs unités à Paris Island, en Caroline du Sud. Les agents du FBI apprirent que Shirley avait été transférée à Quantico quelque temps après. Robert avait confié à des amis que cette distance nuisait à leur mariage. Selon lui, c'était pour cette raison qu'il avait abandonné son poste au sein de la marine. Il espérait qu'en rejoignant Shirley à Quantico, leur relation se stabiliserait. Les agents découvrirent bientôt qu'il ne disait pas toute la vérité. Il était plutôt difficile de croire que Robert aurait ainsi abandonné volontairement son poste de capitaine. La marine représentait tout pour lui. C'était tout ce qu'il connaissait et aimait. Des relevés dans son dossier daté de février 1988 montraient que Robert avait contrevenu au règlement au moment où il était stationné à Gulfport, au Mississippi. Il n'avait pas quitté les Marines avec tous les honneurs. De fait, ses supérieurs l'avaient radié parce qu'il avait manqué à son devoir et fraudé le gouvernement. Il fut expulsé de son bureau et on lui interdit d'apporter quoi que ce soit avec lui, à l'exception de ses vêtements. Bien que Robert ne fît plus partie de la marine, le grade de Shirley lui avait permis de s'installer avec elle dans les quartiers des officiers mariés à la base de Quantico. Shirley payait pour tout en attendant qu'il reprenne le dessus. Robert fut embauché comme professeur à l'école secondaire près de la base. Mais il buvait de plus en plus. Il était souvent ivre et rentrait tard tous les soirs. Robert? Shirley était folle d'inquiétude à son sujet. Elle entra dans Al-Anon, un groupe de soutien pour les parents et amis d'alcooliques. Mais elle décida de quitter Robert définitivement
quand il commença à être violent envers elle. Pour l'assistant du procureur Lawrence Lizer, Shirley avait peu d'options face au problème de Robert. Quand elle s'est aperçue que leur mariage fonctionnait mal, elle a commencé par consulter un psychologue du centre réservé aux membres de la marine. Elle a ensuite rencontré un avocat de la marine pour entamer les procédures de divorce. L'instabilité émotionnelle de Russell et son comportement abusif renforçaient encore davantage la conviction des enquêteurs qu'il avait la capacité de tuer Shirley. Il lui était insupportable de penser que sa femme, de race noire, et qui de surcroît était capitaine et avait du succès dans sa carrière, veuille se séparer de lui. Pendant la séparation, Shirley avait trouvé refuge à l'extérieur de la base chez une amie proche, la capitaine Anne Mack. Cette dernière confia à l'agent Malinchak que Shirley avait peur de son mari. Elle avait l'intention de le quitter, mais devait trouver un endroit où loger. Elle a demandé à la capitaine Anne Mack de l'héberger chez elle dans sa maison de Springfield en Virginie. Anne Mack a accepté à condition que Robert Russell ne mette jamais les pieds chez elle. Malheureusement, ces règles ne semblèrent pas avoir beaucoup d'effet sur Russell. Mack s'inquiétait pour son ami car Robert l'espionnait. À plusieurs reprises, il s'était rendu à la maison tôt le matin au moment où Shirley quittait pour le travail. Il harcela sa femme jusqu'à ce qu'elle accepte enfin de lui accorder du temps. Selon Anne Mack, Robert Russell ne vivait plus sur la base. Il s'était installé chez l'une de ses nouvelles collègues de travail. Un agent du FBI vérifia l'adresse de cette femme. C'était la résidence de Sandy Flint. Elle n'aida pas beaucoup les agents. Elle déclara qu'elle ignorait tout de la disparition de la femme de Robert. En sortant, les agents rencontrèrent Robert Flint, le beau-père de Sandy. Il était peintre en bâtiment. Ce retraité avait travaillé à la base de Quantico pendant 10 ans. Flint rapporta une conversation qu'il avait eue avec Robert Russell 2 jours après la disparition de Shirley. Robert Russell lui a demandé quelle était la meilleure façon de nettoyer le ciment. Le beau-père lui a dit qu'avec de l'eau de javel ou du savon et de l'eau, il pourrait enlever pratiquement n'importe quoi. Russell lui a ensuite demandé que faire s'il s'agissait de sang. Le beau-père lui a alors conseillé d'utiliser de l'acide muriatique. Flint fournit une autre information intéressante aux agents. Sandy venait tout juste de se séparer de son mari. Il croyait qu'elle avait une liaison avec Robert Russell. Si Sandy avait une relation intime avec Russell, il était possible qu'elle sache s'il avait tué Shirley. Les agents lui dirent qu'elle n'avait aucun intérêt à faire obstruction à la justice, surtout pour une affaire de meurtre. Sandy accepta finalement de parler. Cette fois-ci, elle fut beaucoup plus coopérative. Elle décrivit le rôle qu'elle avait joué dans l'obsession de Robert Russell. Elle a reconnu avoir une liaison avec Robert Russell alors que ce dernier était encore marié. À sa demande, elle a surveillé sa femme Shirley. Elle donnait régulièrement à Robert un rapport de ses activités et des endroits qu'elle fréquentait. Russell avait fait d'elle une espionne. Sandy ajouta qu'il était persuadé que sa femme avait une liaison avec un autre homme. Il voulait savoir où elle allait et qui elle rencontrait.
Sandy continua d'épier Shirley, mais elle ne vit jamais rien qui confirmait l'obsession de son amant. Il voulait prendre sa femme sur le fait, mais l'ironie dans tout ça, c'est qu'elle ne le trompait pas, c'était lui qui la trahissait. Robert était bien trop troublé pour se comporter d'une façon sensée. Il refusait de croire ce que sa maîtresse lui disait. Dans son esprit, s'il trompait Shirley, cette dernière le trompait elle aussi assurément. Il confia bientôt à Sandy qu'il était entré par effraction dans la voiture de Shirley et y avait dissimulé une enregistreuse activée au son de la voix. Comme il ne réussit pas à enregistrer quoi que ce soit d'incriminant, il décida d'épier d'encore plus près sa femme. Il entra par effraction dans la maison d'Anne Mack pour dissimuler des micros dans la chambre où Shirley dormait. Ce qui se produisit ensuite fit comprendre à Sandy que son amant avait perdu la tête. Robert l'appela de la chambre de sa femme. Il lui parla en murmurant. Il lui dit qu'il était en train de boire le vin de Shirley en lisant son journal intime. Il ajouta alors quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Il lui a dit que si jamais Shirley venait à disparaître, ce serait à cause de lui, qu'il se serait occupé de son cas. Elle lui a dit « Mais tu ne peux pas faire ça, ils vont se mettre à sa recherche ». Il lui a alors répondu « Si jamais on te pose des questions à ce sujet, nie tout. Ne mentionne jamais la conversation que nous avons présentement. » Même si la déposition de Sandy était incriminante, c'était sa parole contre celle de Robert Russell. Pour corroborer ses déclarations, le FBI devait maintenant trouver des éléments de preuve. Nous avons obtenu le consentement du capitaine Anne Mack de fouiller sa résidence et y avons recueilli de nombreux effets. Parmi eux, il y avait le téléphone et un verre à vin. Nous les avons envoyés au laboratoire du FBI pour analyse et nous y avons trouvé les empreintes digitales de Robert Russell. Ces preuves démontraient que Robert épiait sa femme. Sans le corps de Shirley, on ne pouvait toutefois pas le faire inculper d'homicide, du moins pas encore. En mars 1989, peu d'indices démontraient l'implication de Robert dans le meurtre de sa femme Shirley Gibbs Russell, capitaine de la marine américaine. Dès le début de l'enquête, les agents apprirent que le suspect avait une liaison avec Sandy Flint. Cette dernière allait maintenant dire au FBI ce qui s'était passé le jour de la disparition de Shirley. Robert Russell lui avait emprunté son auto, une voiture familiale bleue, pour se rendre chez ses parents en Pennsylvanie. Elle se rappelait qu'il avait quitté la maison vers 16 heures. Sandy avait trouvé étrange qu'il utilise sa voiture plutôt que son propre pick-up. L'assistant du procureur Lawrence Lizer était d'avis que Russell s'en était servi pour transporter le corps de Shirley en Pennsylvanie. Il a emprunté sa voiture à elle parce que son pick-up avait un plateau découvert. Le corps se trouvait dans le cabanon et il devait s'en débarrasser. Il ne pouvait pas le faire avec son propre véhicule, il a donc utilisé la voiture bleue de son ami. Pour étayer cette hypothèse, les agents retournèrent aux anciens quartiers de Russell, où une voisine avait aperçu la voiture bleue garée à reculons près du cabanon. Le but était d'examiner le sol, où le colonel Hodges avait aperçu une tache de couleur rouille. La tache avait disparu. Pendant que les techniciens taillaient au ciseau le blanc de chaux du béton, Robert Russell leur a demandé ce qu'il faisait là. Ils lui ont dit qu'il prélevait des échantillons pour déterminer quelle substance se trouvait sur le béton. M. Russell leur a alors dit de son propre gré qu'il l'avait nettoyé avec de l'acide muriatique. Au laboratoire, les analystes confirmèrent la présence d'acide muriatique sur les échantillons, le produit que M. Flint avait suggéré à Russell pour éliminer le sang sur le ciment. On ne trouva toutefois aucune trace de sang ni de peinture sur les fragments. Ce qui aurait pu être une preuve clé avait été éliminé.
Les agents espéraient trouver quelque chose dans la voiture de Sandy Flint. Les experts du FBI la fouillèrent de fond en comble. Elle était d'une propreté étonnante pour une aussi vieille voiture qui, en plus, avait servi récemment à faire l'aller-retour en Pennsylvanie. Ce fut une autre impasse. L'enquête en Virginie piétinait. Robert Russell rompit alors avec Sandy. Il prit ses affaires et partit refaire sa vie en Pennsylvanie. L'enquête du FBI s'orienta aussi vers le nord. Des agents suivaient les moindres mouvements de Robert. Ce dernier réussissait à s'en sortir grâce au soutien financier de ses parents, mais il avait aussi des liens très proches avec ses frères Mike et Ron. Les agents approchèrent les deux hommes à plusieurs reprises pour leur parler. Mike Russell accepta de rencontrer les agents. Il leur raconta que le lendemain de son arrivée en Pennsylvanie, après la disparition de Shirley, Robert avait fait nettoyer la voiture de Sandy Flint dans un lave-auto. Mike et Robert avaient soigneusement nettoyé tout l'intérieur de la voiture. Ils y avaient passé l'aspirateur et vaporisé du désodorisant. Les agissements de Robert laissaient croire qu'il tentait ainsi d'éliminer tout indice de la présence du corps de sa femme dans l'auto. Mike Russell dit aux agents qu'il n'avait jamais vu le corps. Il concéda toutefois que, depuis que Shirley l'avait quitté, son frère semblait désespéré. 2 mois avant sa disparition, Mike et son frère aîné Ron s'étaient rendus en Virginie pour enlever à Robert ses armes à feu. Pour empêcher leur frère de faire du mal à quiconque, ils avaient jugé nécessaire de prendre cette précaution. L'agent Kroc se rappelle. Il était déprimé parce qu'il ne faisait plus partie de la marine qu'il aimait tant. Il était sans le sou et pourtant il avait déjà été capitaine. Il occupait un poste de professeur d'éducation spécialisée. Shirley avait retiré son nom de leur compte bancaire. Il avait donc aussi des problèmes financiers. Les preuves indirectes s'accumulaient. Mais le FBI attendait toujours la preuve la plus importante pour résoudre l'enquête. Le corps de Shirley Gibbs Russell. Mais où pouvait-il se trouver? Les agents obtinrent la réponse à cette question de Pam, la première épouse de Robert. Il avait passé toute son enfance à Schuylkill County, une région rurale et montagneuse du nord-est de la Pennsylvanie. Des milliers de mines de charbon, la plupart abandonnées, étaient éparpillées un peu partout dans ce paysage très accidenté. Certaines de ces mines étaient profondes de plusieurs centaines de mètres et elles étaient partiellement remplies d'eau. Quand il était jeune, Robert Russell passait beaucoup de temps à chasser et à faire des randonnées dans la région. Les membres de sa famille disaient qu'il la connaissait comme le creux de sa main. Entreprendre une fouille de cette région ne serait pas de tout repos, mais personne ne remit en question la nécessité de le faire. Au début du mois de mai, 150 personnes participèrent aux recherches pour retrouver le corps de Shirley Gibbs Russell. Des volontaires du FBI, du corps des Marines, du service d'investigation de la marine et des policiers de l'État de la Pennsylvanie faisaient partie du groupe. Aucun d'entre eux n'était plus motivé à retrouver la capitaine que ses pairs du corps des Marines. On déploya 9 hélicoptères et 6 camions de transport de troupes bondés de Marines. En 3 jours, ils fouillèrent 2000 acres de terrain. On ne retrouva pas le corps de la capitaine Russell. Les agents ne mirent pas longtemps à trouver une explication. Ron Russell avait parlé à l'agent Kroc de l'étrange appel qu'il avait reçu un jour de son frère Robert. Robert a demandé à Ron de lui trouver de la dynamite. Il lui a expliqué que celle qu'il trouvait à Quantico était trop chère.
Ron a alors demandé à Robert « Pourquoi veux-tu de la dynamite ?» Et il lui a répondu « Pour faire sauter Shirley. » Ron n'en avait alors pas cru un mot. Maintenant, les agents se demandaient si Robert Russell n'avait pas jeté le corps de Shirley au fond d'une mine abandonnée, puis scellé sa tombe par une explosion. Au cours des recherches, on découvrit des indices surprenants. Un agent trouva ce qui semblait être la crosse d'une arme à feu. On l'envoya au service balistique du laboratoire du FBI à Washington pour analyse. En comparant la pièce à des centaines d'armes, les experts purent déterminer que la crosse correspondait à celle d'un Raven semi-automatique de calibre 25. C'était ce type d'arme que Robert Russell avait acheté d'un prêteur sur gage le 2 mars, soit 2 jours avant la disparition de sa femme. Malheureusement, cette découverte prometteuse n'aiderait en rien la partie du procureur. Il n'y avait aucune empreinte de Robert sur la crosse. L'ex-Marine avait bien brouillé les pistes. Sans l'arme du crime ni le corps, il serait pratiquement impossible de faire inculper Robert Russell de meurtre. Après 2 mois d'enquête dans 2 États différents et plusieurs milliers d'heures de travail, le FBI était toujours impuissant à faire arrêter Robert Russell pour le meurtre de sa femme, la capitaine Shirley Gibbs Russell. Bien que les agents eussent accumulé un important nombre de preuves indirectes, l'assistant du procureur Lawrence Lizer ne disposait pas de preuves formelles pour le faire accuser d'homicide. Nous n'avions pas de corps, ni aucun témoin, ni arme du crime. Les agents ont dû avoir recours à toutes les techniques d'enquête existantes. Ils ont eu à dépenser beaucoup d'énergie pour trouver des pistes et recueillir des indices. Les autorités ne disposaient pas des preuves suffisantes pour procéder à une arrestation. Les agents étaient frustrés, de même que les centaines de Marines dont la vie avait été marquée par la capitaine Shirley Russell. C'était comme si j'avais perdu un enfant ou un ami très cher. J'étais absolument impuissant. Et ce qui me désolait le plus, c'était le fait qu'elle s'apprêtait à se sortir de cette mauvaise situation où elle était. Le fait qu'il l'ait tuée me trouble encore aujourd'hui. C'est le genre d'événement dont on ne se remet jamais. Robert Russell s'en serait sorti indemne si ses indiscrétions passées n'étaient pas revenues le hanter. Le service d'investigation de Gulfport au Mississippi nous a appelés. On avait conservé les effets personnels qui se trouvaient dans le casier de Robert après qu'il ait été renvoyé. Parmi les effets qu'on a reçus se trouvait une disquette. Russell s'était fait confisquer tous ses effets lorsqu'on l'avait relevé de ses fonctions au Mississippi 1 an avant la disparition de Shirley. Pour des raisons de sécurité, le personnel renvoyé n'a pas le droit de revoir aucun document. L'un des anciens supérieurs de Russell avait examiné le contenu de la disquette. Sur le menu, il a vu un document intitulé « Meurtre ». Il l'a ouvert. Il est alors apparu 26 étapes très détaillées et élaborées de la façon dont Robert Peter Russell planifiait le meurtre du capitaine Shirley Gibbs. Les intentions criminelles du suspect ne pouvaient être plus évidentes. Ces 26 étapes constituaient un indice très révélateur, puisqu'on pouvait y voir l'état mental de cet homme, constater qu'il envisageait de tuer un autre être humain et sa femme par-dessus le marché. L'étape numéro 1 était « Mardi 18 janvier, aller à Paris Island ». Qui se trouvait là par hasard? Shirley Russell. Faire croire à un départ,
C'est exactement ce qu'il a tenté de faire quand il l'a tué. Et la dernière étape était rejeter le blâme sur les gens de sa race. C'était sans doute une référence à la couleur de sa peau. À l'évidence, cet homme était dans des dispositions mentales meurtrières. Il avait les ressources et la motivation nécessaires pour passer à l'acte. Le 8 février 1991, après avoir consulté le document informatique, les procureurs furent enfin persuadés de l'importance de faire inculper Robert Russell du meurtre de sa femme, Shirley Gibbs Russell. Ironiquement, on l'arrêta en prison. Il s'était fait embaucher à l'institution correctionnelle de Greater Ford en Pennsylvanie en tant que conseiller aux prisonniers qui consommaient de la drogue. Présenter ce cas devant les tribunaux comportait quelques difficultés. D'abord, l'assistant du procureur Lawrence Lizer devait rassembler toutes les preuves indirectes en une sorte de mosaïque en espérant que le jury y verrait le visage du meurtrier. L'assistant du procureur et son collègue Michael Rich ont monté le dossier contre Russell. Il était évident que nous devions fonder notre argumentation sur les preuves indirectes. De nombreuses preuves indirectes provenaient des déclarations et des actions de Robert Russell depuis la disparition de sa femme en 1989. Nous projetions de réunir tous ces éléments pour présenter un plan cohérent à la Cour. Jamais auparavant, le gouvernement fédéral américain n'avait tenté de faire accuser un individu de meurtre au premier degré sur la base de preuves indirectes. Au procès, la partie du procureur soutint que Robert Russell avait l'intention de commettre un meurtre en achetant le Raven semi-automatique de calibre 25 le 2 mars. Russell avait déjà dit à plusieurs de ses collègues qu'il considérait que c'était l'arme parfaite parce qu'elle laissait peu d'indices derrière elle. Il n'y avait pratiquement aucune éclaboussure de sang et les projectiles se logeaient facilement dans le corps. Le samedi 4 mars, Shirley lui a présenté les documents de la séparation qu'il a refusé de signer. Selon la partie du procureur, au cours du même après-midi, Robert Russell a surpris Shirley dans le cabanon. Il a dû attendre à la tombée de la nuit pour sortir son cadavre. Pour se créer un alibi, il a parlé à l'un de ses voisins et menti à l'ami de Shirley en lui disant qu'elle était partie à pied acheter de la peinture. Vers 16 h, il s'est rendu à la maison de Sandy Flint pour lui emprunter sa voiture. À la tombée de la nuit, il a enveloppé le corps de Shirley d'une bâche et l'a placé dans la voiture. C'est alors que la voisine a vu la voiture garée à reculons près du cabanon. Il a ensuite roulé pendant 4 heures pour se rendre à St. Clair, en Pennsylvanie, le corps toujours à l'arrière de sa voiture. Une fois sur place, il savait exactement où aller. Il n'avait qu'à choisir une mine parmi les centaines abandonnées. Puis Robert Russell, qui avait pourtant juré d'être un homme d'honneur, a jeté le corps de sa femme au fond d'une mine. Il a lancé de la dynamite pour sceller les indices sous plusieurs milliers de tonnes de pierres. Cela suffit à convaincre les membres du jury. Le 3 mai 1991, il fut jugé coupable du meurtre de sa femme, Shirley Gibbs Russell.
Robert Russell a été condamné à la prison à vie. Le système fédéral ne prévoit aucune remise en liberté conditionnelle. Il ne quittera jamais cette prison.